Bonsoir Lou Denis Elion. Bonsoir. Vous êtes acteur, chanteur aussi, bien connu, visage durant de belles et nombreuses années de la série Scène de ménage sur M6, aussi sur la RTS, aux côtés d'Audrey Lémy. On va en reparler, mais ce qui nous amène, c'est que vous êtes à Genève oui. Pour un conte musical, Le Chat du Rabbin, dont on découvre l'affiche. C'est une version symphonique. Demain, samedi, à la salle Franck-Martin, 11h-16h, 2 représentations, avec l'orchestre de chambre de Genève. Qu'est-ce que vous nous mitonnez, Lou Denis Elion? Avec l'orchestre, on a répété. Donc, ce qui est très intéressant dans cette pièce, dans cette œuvre, c'est que je fais tous les personnages. Donc voilà, on prend pas mal de plaisir avec Raphaël Merlin, le chef, à essayer de trouver des voix, des personnages, en s'adaptant bien sûr à la partition. Donc j'ai un rôle un petit peu schizophrénique du coup, mais c'est très plaisant à faire. L'homme orchestre. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et alors comment ça se présente? Il y a l'orchestre, oui. Il y a vous qui faites un peu tous les personnages. Exactement. J'imagine qu'il y a des projections. Oui, des projections de la bande dessinée de Johann Sfar. Et voilà, donc on emmène les gens dans l'histoire. Pour ceux qui ont lu les livres, ça va être le tome 1 et le tome 2 plutôt. Et puis voilà, c'est la première partie du film, du dessin animé exactement. Vous connaissiez l'œuvre avant de devoir l'interpréter sur scène? Oui, je connaissais Le Chat du Rabbin, je connaissais aussi Petit Vampire, que j'aime beaucoup, qui est très drôle, dans un univers fantastique. Et puis je suis aussi Johann Sfar sur les réseaux sociaux, qui est un personnage que j'apprécie beaucoup. Un artiste très connu. Oui. Et assez fameux. Oui. Ça va être un grand moment. Public très famille, on imagine. Oui. Public exigeant, qui dit public famille. Oui, complètement. Avec les jeunes, les enfants. Oui, les enfants, c'est le public le plus dur, entre guillemets, mais le plus sincère. J'ai commencé ma carrière par les spectacles pour enfants, donc je suis un peu aguerri à l'exercice. Et c'est vrai que parfois, c'était pas toujours facile, parce qu'un enfant, quand ça lui plaît pas, il le fait comprendre très, très rapidement. Et là, ça peut désarçonner en tant qu'artiste. Non, c'est au contraire, je trouve que ça apprend le métier et ça apprend à être un petit peu tout-terrain, justement, voilà, il faut the show must go on, comme on dit. Donc c'est comme ça, et puis il faut s'accrocher, et puis ça se passe bien en général. Mais vous, ça se passe bien avec, oui. Vous avez, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un bon feeling avec les enfants, comme ça. Oui. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants en tant qu'animateur. On peut travailler, puis ça marche pas. Hein. Oui. Il y en a qui s'accrochent. non, mais j'ai toujours, j'ai beaucoup travaillé aux côtés des enfants sur différents projets et tout ça, donc ça s'est toujours bien passé. Alors, il y a cet orchestre symphonique qui va porter, et ça, c'est quelque chose de spécial aussi. C'est particulier d'avoir un orchestre symphonique et pas juste un petit orchestre. Oui, c'est très chouette. J'ai eu de la chance dans ma carrière de faire plusieurs projets avec des orchestres, donc oui, c'est toujours plaisant de pouvoir y retourner. Donc pas intimidé par cet orchestre de chambre de Genève? Oh non, pas du tout, au contraire, très très ravi, impatient de présenter ce spectacle. Alors vous êtes récitant, pour le coup, vous n'êtes pas chanteur, parce qu'on a pu lire ici ou là que vous étiez aussi chanteur lyrique, ténor pour être précis. En fait, c'est mon premier métier, entre guillemets. En fait, j'ai commencé le chant lyrique à l'âge de 13 ans. J'étais en horaire aménagé, donc le matin j'allais à l'école et l'après-midi je chantais, j'étais à la Maîtrise de Paris. C'est dans ce cursus d'ailleurs que j'ai rencontré Raphaël Merlin, le chef d'orchestre, et c'est comme ça qu'il m'a proposé ce projet. Donc oui, toute la première partie de ma carrière, ça a été beaucoup la musique, donc à faire des opéras, des CD, des concerts un peu partout dans le monde. Donc, quand j'étais petit, j'étais soprano, et puis après j'ai mué, je suis devenu ténor, et puis j'ai continué un petit peu ma carrière de chanteur. Ah oui, donc vous avez quand même été sérieusement dans l'opéra, dans des productions lyriques. Oui, beaucoup. Oui, c'était le gros de ma carrière jusqu'à ce que le métier de comédien prenne le pas, en fait, parce que j'avais plus le temps. Puis il faut beaucoup d'hygiène aussi pour être chanteur lyrique, que je n'avais absolument pas. Ah bon? Oui, il faut faire attention à son instrument et tout ça. On a l'impression que vous êtes plutôt assez sain quand on vous voit comme ça, vous avez la forme, la ligne et tout. Voilà, pas de cerne. On en reparle le soir et puis autour d'un verre. Alors, bon, il y avait l'opéra, des grands rôles qui vous ont marqué à l'opéra alors moi, j'ai jamais été soliste, j'ai surtout fait partie des chœurs, mais oui, je dirais que je retiendrai l'expérience globale parce que j'ai fait beaucoup de belles salles en France, le Théâtre du Châtelet, aussi dans le monde. Voilà, je me souviens des opéras à l'Opéra Bastille qu'on faisait, qui étaient souvent destinés au jeune public, qui étaient très chouettes. J'avais fait notamment un opéra qui s'appelle Brundibar, c'est un opéra pour enfants, qui avait été créé dans les camps de concentration, en fait. Et donc, c'est un opéra qui avait une histoire assez forte et qui, étrangement, était plutôt très jovial et très positif. Si on a la chance de vous voir ici, c'est que voilà, vous avez mis derrière vous cette frénésie de scène de ménage il y a quelques années maintenant. Vous êtes beaucoup plus porté sur des
sur quoi? C'est des projets coup de cœur, en fait, qui vous hissent, qui vous poussent? Oui, je crois que c'est ça. Oui, c'est vrai que quand j'ai arrêté Scène de ménage, l'idée, c'était un petit peu de sortir du confort, hein, parce que c'était absolument génial, toutes ces années que j'ai passées dans cette série. Mais voilà, j'avais un petit peu peur de rester là-dedans, donc j'ai voulu prendre des risques et aller un petit peu ailleurs, et en effet, voilà, explorer d'autres choses, qu'on me propose aussi d'autres choses, parce que c'est vrai que quand on fait des séries aussi connues, bah, on a vite fait de vous identifier dans un seul personnage, alors que j'avais fait plein d'autres choses déjà dans ma carrière, donc je voulais montrer un peu plus de mon éventail de jeux. Vous avez fait ça pendant presque 10 ans, Oui. je crois. C'était des années vraiment rythmées en fonction de cette série. 6 mois pleins par an, vous n'avez que ça. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'était des rythmes en plus très soutenus parce que, contrairement aux autres séries, on n'était que 2 comédiens par jour. Et en plus, on faisait des scénettes en plan séquence. Donc, faut pas couper, quoi. Voilà, absolument aucun montage. Donc, de 9h à 19h, il fallait garder la même énergie. Donc, c'était très épuisant. C'était très chouette, mais oui, il y avait un petit côté sportif, surtout avec Audrey, parce qu'on s'amusait beaucoup. Ouais, j'imagine. Ouais. Ce qu'on voit à la télévision, finalement, dans la vraie vie, c'était presque... Pire. Vous parliez de cette hygiène de vie que vous n'aviez pas lorsque vous êtes passé de chanteur à comédien, mais on imagine qu'une série comme ça, c'est une vie monacale. Alors, monacale, non, surtout pas avec Audrey Lamy. Mais par contre, oui, il y a quelque chose, il faut faire très attention de garder la forme parce que voilà, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Hein. Ce qu'on fait, c'est ce qui va être diffusé. Donc oui, il faut garder la pêche. Vous sentiez une pression quand même? Non, pas spécialement, parce qu'avec Audrey, on avait ce côté, alors compétiteur, c'est peut-être pas le bon mot, mais performance, voilà, on aimait bien essayer de s'amuser le plus possible dans les sketchs, donc on était toujours dans une humeur, enfin on essayait de rester dans une humeur joviale, voire plus puérile et électrique, et ce qui emmenait tout le plateau dans une énergie qui était nécessaire à la série. Vous n'étiez pas du tout concerné par les stratégies politiques, par les stratégies de part de marché, tout ça? Alors, on n'était pas concerné, mais on le savait parce que tous les jours, on recevait des têtes qui roulaient, mais pas vous. Voilà, c'est ça. On recevait les chiffres. Alors, au début, pour moi, ces chiffres n'avaient pas beaucoup de sens. Et puis, par contre, c'est comme ça qu'on a compris que le programme était stable et puis de plus en plus vu et que ça prenait des proportions assez conséquentes. Voilà. Mais c'était pas du tout calculé, ni de la part de la production, ni de la chaîne, ni de nous. Enfin, moi, quand j'ai passé le casting, je ne savais même pas pourquoi je le passais. On m'a dit qu'il y avait un casting, j'y suis allé. Et quand j'ai vu, après, le producteur Alain Capoff m'a invité à voir le pilote de la série qui s'avait déjà tourné, et j'ai vu les moyens. Et c'est là qu'il m'a expliqué que c'était une quotidienne. Je fais « Ah, d'accord ». Et puis il me dit « Non, mais c'est un gros truc ». Je fais « Ah, d'accord ». Et voilà, et puis bien sûr, on ne savait pas du tout que ça allait prendre de telles proportions. Et en plus, vous avez failli ne jamais figurer à ce casting. J'ai cru lire que c'était un autre comédien qui était pressenti à votre place pour jouer Cédric. Oui. Et puis qu'il y a un panel représentatif du public a dégagé votre concurrent, et puis il a dit lui, il est mieux. Alors, je ne sais pas si... C'est peut-être un peu sublimé ce que je raconte. Alors, c'est pas je pense pas que... Alors, en effet, il y a eu ce panel qui a décidé de faire une ouverture, entre guillemets, de faire plus de diversité à l'écran. Et on était plusieurs comédiens issus de la diversité, c'est un peu compliqué comme terme. Mais oui, donc voilà, hélas, j'ai pris mais on prend toujours la place de quelqu'un, mais après, j'ai passé les auditions, les castings, comme tout le monde. Allez, j'ai eu de la chance. Comment ça a démarré cette aventure? Il y a un casting, viens, inscris-toi. Alors, je crois que c'est des amis à moi qui bossaient avec la production, et justement, ils ont entendu que voilà, il y avait une ouverture, et ils ont dit « Ah, vous connaissez Lou Denis ?» J'ai dit non. On m'a appelé, et j'ai passé les auditions directement avec Audrey, et puis le feeling est passé, et c'est parti comme ça. Et voilà. Ouais. Et alors, vous voyez ces parts de marché qui augmentent, vous commencez à comprendre que c'est important, finalement, ce que vous faites. Et puis, ça se ressent dans la rue. Oui, tout à fait. Une vraie figure populaire. Ça change votre vie. Oui. C'est marrant parce qu'on n'est jamais... alors, quand j'étais plus jeune, peut-être que je pouvais chercher la notoriété, mais à cette époque-là, j'avais déjà fait pas mal de choses, donc je n'étais pas là-dedans. Et c'est vrai qu'on n'est pas du tout formé à ça. Et que au début, je le vivais un petit peu mal, parce que c'est assez impressionnant. Voilà, puis surtout, dans cette série, on avait vraiment une proximité. On était dans l'intimité des gens, et les gens étaient dans l'intimité de nos personnages. Donc parfois, il y a des gens qui se permettent une proximité avec moi, comme si on se connaissait, alors que non. Donc oui, au début, c'était un petit peu spécial. Et puis, c'est une série intime, en fait. Parce qu'on est dans votre chambre à coucher. Ah bah oui. Alors bon, vous n'êtes pas en couple avec Audrey Lamy. Non. Les gens étaient très déçus de l'apprendre. Oui, il y a des gens, il y a presque des gens parfois qui m'en voulaient quand ils apprenaient ça. Donc je leur dis, mais non, c'est une fiction. Et puis alors, les sondages qui vous étaient favorables,
parmi les personnalités préférées des Français, notamment chez les enfants. Je crois que vous étiez numéro 2, je ne sais plus quelle année. Oui, oui. Ça flatte, ça fait quoi? Oh bah oui, j'étais très content. Alors, je ne sais pas si ça a vraiment du sens, mais oui, c'est toujours flatteur, oui. Le succès, vous ne courriez pas forcément après, vous ne courriez pas après la notoriété, comme vous l'avez dit? Quand j'étais plus jeune, oui, j'étais attiré par les paillettes et tout ça. Mais voilà, en gardant justement aussi le métier de chanteur, d'être dans un chœur, d'être anonyme, voilà, ça m'aidait à avoir une autre manière de faire le métier d'artiste. Et donc, oui, à cette époque-là, ce n'est pas forcément ce que je cherchais, mais j'en suis très content. Parce vous ne l'avez pas mal vécu? Vous êtes pas... Alors, au début, c'était c'était un petit peu compliqué de sortir de l'anonymat, c'est-à-dire aller chercher son papier toilette, être regardé, se décrotter le nez dans le métro, être regardé. Et voilà, il y a un truc, on fait plus attention et on développe un peu une espèce de paranoïa à regarder, parce qu'il y a des gens avec les portables qui nous filment. Voilà, donc mais j'ai appris au fur et à mesure à l'accepter, puis à m'adresser aux gens quand j'avais un problème, et finalement, ça s'est toujours très bien passé. Il y a aussi les autographes de vous qui se vendent sur Internet. Vous avez vu ça? Non, vous me l'apprenez. Ouais. Enfin, 10 € pièce. Ah, bon. Bon. On peut en acheter. Bah, tant mieux. Si je fais gagner de l'argent, j'entends mieux. Les gens qui vous font signer des autographes souvent, qui les revendent ensuite au marché. Ça arrive, alors pas qu'à moi, mais ça arrive beaucoup. En général, quand on signe plus d'une photo, c'est... Ah, ouais, on sent qu'il y a anguille sous roche. Et qu'il n'y a pas de nom et tout ça. C'est pas très grave. Les choses les plus bizarres auxquelles vous avez été confrontés avec des fans ou avec des gens qui vous reconnaissent? Alors, il y a toujours ce truc où les gens pensent vous connaître et vous saluent comme un cousin, comme si on avait passé le dernier réveillon ensemble. Puis je dis non, mais on ne se connaît pas en fait. Ce qui m'arrive moi aussi avec certains comédiens parfois. Et il y a un soir, j'étais en tournée avec le chœur dans lequel j'étais, les Cris de Paris. Et j'ai créé une mini-émeute dans une boîte. Enfin, il y a quelque chose qui se concentrait autour de moi. Et voilà, toute la boîte parlait de moi, donc j'ai dû me faire exfiltrer par mes amis du chœur. Et même dans la rue, il y avait des gens qui étaient au courant que j'étais là, donc il y avait plein de gens, toute une foule. Alors c'est la seule fois où ça m'est arrivé, j'étais un Beatles, c'est la seule fois où ça m'est arrivé de ma vie, mais c'était complètement improbable. Ouais. Vous y repensez souvent, vous? Oui, surtout que c'était au tout début, donc ça ne m'est pas arrivé après, mais voilà, donc c'était une petite émeute pour moi. Vous aviez déjà un petit nom quand même dans le milieu, comme on dit, parce que vous aviez avec des amis monté une série de parodies, Comité de la claque. Oui. Ça, c'était la première aventure vidéo, entre Exactement. guillemets. Oui, c'est ça, c'est le démarrage. C'est grâce à ça que j'ai eu Scène de ménage, notamment. Et oui, c'était des amis, on s'était rencontrés au cours Florent, on avait constitué une petite bande. Et voilà, dans l'héritage des inconnus, des nuls, tout ça, très humblement, on a fait des parodies, des fausses pubs, et puis après, ça a pris de l'ampleur. On a commencé à faire du web marketing. En fait, les annonceurs venaient nous voir pour faire des petites vidéos virales. Donc, on a commencé à gagner de l'argent, à pouvoir monter notre production. Et puis, tout ça a abouti à une série de parodies du cinéma. En fait, on a une émission sur France 4 qui s'appelait Le Ciné du Comité, qui était très, très chouette. Parce qu'on faisait, voilà, on a fait Fight Club, donc je faisais Brad Pitt, on a fait 300, on a fait plein de personnages absolument géniaux. Maîtrise de Paris, Cours Florent, un artiste total, vous, Denis. Oui, j'ai eu la chance que ma mère me laisse explorer tout ça, parce que je ne me reconnaissais pas forcément dans le système scolaire. Donc oui, voilà, le sport, enfin, j'aime bien tout ce qui est lié au corps, tout ce qui est artistique. Donc, arts martiaux aussi. Arts martiaux aussi, ouais. Donc j'ai essayé de voir un petit peu large, et puis j'en suis très content, parce que c'est beaucoup de richesse tout ça, d'apprendre. Mais pas dans les endroits les plus pourris quand même, parce que Maîtrise de Paris, Cours Florent, enfin, je veux dire, voilà. Oui. Il y en a déjà qui rêvent d'y entrer, vous faites tout. Oui, la Maîtrise de Paris, ça a été ma plus grande chance, sincèrement, parce que je ne sais pas où j'en serais professionnellement sans ça. Ça a été vraiment une révélation pour moi. C'est ça qui m'a donné le goût aux planches. Vraiment, et puis j'ai été beaucoup mis en valeur par des metteurs en scène, voilà, qui m'ont dit que vraiment j'avais peut-être un truc avec ça, avec la scène. Donc c'est vraiment la Maîtrise de Paris qui m'a tout apporté dans ma vie. Le chant, ça aide aussi dans la comédie, dans l'acting, c'est quelque chose qui forme. Oui, alors pas le chant particulièrement, mais la musique en fait. Surtout dans l'humour, on dit que l'humour c'est une partition de musique, et surtout quand on fait des duos comme avec Audrey Lamy dans Scène de ménage, il y avait
quelque chose de très rythmique, de très organique entre nous. Et puis elle, c'est une très bonne musicienne aussi, une très bonne chanteuse, qu'on a pu le voir au César notamment. Et donc voilà, il y a toujours ce truc du rythme. Donc je pense que ça aide beaucoup sur l'écoute aussi. Le fait voilà, quand on est en chœur, on doit écouter les autres pupitres, les autres chanteurs. Et je pense que ça sert dans l'écoute pour les pièces de théâtre ou pour le jeu à la télévision. Ça aide beaucoup. Pour tous les jeunes qui tentent leur chance maintenant, vous êtes celui qui a réussi. J'imagine que certains vous disent, vous demandent des conseils. Oui, ou pas oui, de temps en temps. Je ne suis pas le seul à avoir. Vous êtes un mentor pour certains? Oh, je sais pas. Peut-être une petite inspiration pour certains. Un mentor, c'est peut-être trop. Mais oui, parfois, il y a des comédiens qui me demandent des conseils. Et je donne souvent globalement les mêmes. C'est essayer de se former le mieux possible. Il n'y a pas que les grandes écoles pour se former. Il y a aussi des cours, des professeurs dans des petites associations, dans des conservatoires, partout. C'est juste bien s'entendre et puis travailler le répertoire classique, travailler ses textes tout le temps, aller faire des stages, voir le plus de choses possible, ne pas avoir peur d'aller voir comment se passe un plateau en faisant de la figuration, de ces choses-là, et puis toujours être dans le bain, toujours travailler, jamais attendre. Toujours dire oui aussi, non? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Je crois qu'au début, bien sûr, quand on commence, il ne faut pas trop être regardant parce que il faut s'installer dans le milieu. Mais je crois que oui, il faut faire surtout ce qui nous plaît, en fait. Il ne faut pas se forcer, il ne faut pas avoir d'objectif, en fait. Moi, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est qu'un projet, ça n'a de valeur que ce qu'on y fait sur le moment, en fait. Ce qu'il y a plus tard, après, le succès ou les choses comme ça, on ne peut pas vraiment le savoir. Donc, je pense qu'il faut vivre le moment de l'instant du tournage ou de la pièce de théâtre. Il y a une dimension cruelle parce qu'il y a aussi un choix qui est fait, on est beaucoup d'appelés, peu d'élus. Vous avez connu cette cruauté, cette méchanceté parfois? Non, je ne l'ai jamais pris comme ça, parce que c'est le jeu, c'est comme ça. Surtout, ce qu'il y a à comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on n'a pas un projet qu'on n'est pas bon, en fait. C'est Bryan Cranston, l'acteur de cette série dont j'ai oublié le nom. Comment il s'appelle? C'est pas grave. Je n'ai pas non plus le Bryan Cranston, qui disait réussir un casting, c'est pas l'avoir, en fait. C'est d'avoir bien fait son travail, en fait. Mais après, il y a des questions de physique, de choses comme ça. Et donc c'est... Non, je n'ai jamais souffert de ça. Toujours dans le registre de l'humour aussi, c'est vrai? Ou c'est peut-être un terrain non, alors qu'on vous connaît bien dans ce terrain? Voilà, les gens me connaissent là-dedans. Non, mais avant et depuis, j'avais fait beaucoup de choses plus variées. Là, prochainement, je ne sais pas si ça va passer ici, mais le 19 février sur France 2, je fais un guest dans la série L'Art du crime. Et voilà, c'est le rôle le plus dramatique que j'ai eu jusqu'à maintenant. Donc je pense que les gens vont découvrir une nouvelle facette, même si je la connaissais de moi-même. Vous aimez jouer les méchants? Oui, j'adore les méchants. Alors j'ai fait une fois un méchant, mais c'était un méchant un peu administratif. C'était pas un gros méchant qui tue des gens. Mais j'aime bien faire un peu les salopards, c'est rigolo. C'est toujours marrant. Et il y a le méchant cinglé aussi, il y a le méchant pervers. Ouais. Oui, ça, je ne sais pas si les réalisateurs me visualisent comme ça, mais bien sûr, évidemment, c'est des rôles qu'on souhaite, quoi. Vous avez exploré tous les rôles déjà, ou il y a encore des rêves, des choses? Non, il y a plein de choses. Il y a plein de choses que je rêve encore de faire, notamment des pièces du répertoire. Avec une amie, on essaie de monter un Shakespeare, Othello. Là, c'est un rôle auquel j'aimerais beaucoup m'atteler. Je ne sais pas si je le ferai bien, mais en tout cas, j'aimerais beaucoup rencontrer. J'aimerais bien faire du répertoire en théâtre. Vous avez parlé de l'école. Vous avez utilisé une formule assez sympa. Je ne suis pas sûr que l'école... Oui, enfin, le système scolaire, pour moi, je me retrouvais pas dedans, en fait. Vous étiez un cancre. Complètement. Alors, pas au début, et puis après, petit à petit, j'avais beaucoup de mal à m'adapter. J'ai changé beaucoup de fois d'école, et parfois, il fallait rattraper, se faire de nouveaux amis. C'était assez complexe, et puis, au bout d'un moment, tout simplement, j'ai un peu renoncé. J'ai renoncé, et grâce à la musique, j'ai gardé quand même un niveau culturel correct, en fait. Mais parce que justement, on n'était pas forcé d'apprendre, on faisait, en fait. Et j'ai toujours eu du mal avec l'apprentissage quand ça ne me servait pas, en quelque sorte. Et quand j'étais chanteur, je faisais. Et ça me plaisait. Donc c'est comme ça que j'appréhende les choses, en fait. Cette vie d'artiste, vous l'avez toujours rêvé, idéalisé quand vous étiez gosse? Pas du tout, non. Je crois que ça s'est passé assez naturellement, justement. En fait, alors, je faisais de la musique depuis très longtemps. J'avais commencé par le violon, qui n'était pas un instrument dans lequel je me reconnaissais non plus. Et donc la révélation, c'était que le chant, mais ça s'est fait très simplement. Voilà, j'ai un peu découvert les choses au fur et à mesure. Et oui, voilà,
on faisait, quoi, on ne se posait pas trop la question. Et puis il y avait cette liberté, vous avez parlé de la liberté qui vous était offerte, notamment par votre mère. Vous n'aviez pas de barrière. Oui, parce qu'elle-même avait souffert du système scolaire et puis aussi de son métier. Voilà, elle sentait que, voilà, elle voulait m'éviter en fait son parcours. Et donc elle m'a ouvert un peu, enfin elle m'a aidé, quoi, tout simplement. Et ça, vous êtes reconnaissant? Oh oui, oui, énormément, énormément. Parce que aussi beaucoup les parents qui se projettent dans leurs enfants. Oui. Alors elle, c'est dans l'autre sens en fait, c'est en me donnant plus de liberté justement pour pas que pour m'éviter ce qu'elle a vécu en fait, tout simplement. Et puis fratrie d'artistes. Votre frère est chanteur beatboxer, c'est Slide Johnson. Oui. Tous les deux, vous avez déjà travaillé ensemble, collaboré? Non, jamais. Alors on est demi-frères en fait. Voilà, on n'a pas vécu ensemble toujours, et on s'est retrouvés quand j'avais 18-20 ans, je crois. Et puis, chacun ne savait pas trop la carrière de l'autre. J'ai découvert plus tard qu'il faisait partie du CN Super Crew, qu'il a fait plein de titres que j'adorais d'ailleurs. Et non, pour l'instant, on n'a jamais eu l'occasion de travailler ensemble, mais on s'est vu il n'y a pas longtemps. Et voilà, on aimerait bien trouver. Après, il faut trouver le bon ton, la bonne chose. Mais oui, ce sera un grand plaisir. Ouais, donc, ce n'était pas un frère avec qui vous avez cohabité, vécu toute votre enfance? Non, exactement. Non, mais on s'est retrouvés après, voilà. Donc c'est une belle histoire, ça aussi. Et vous suivez vos carrières respectives? Oh oui, oui, complètement. Voilà, ce lien s'est créé oui. sur le tard? Oui, exactement. C'est rigolo, sans vivre ensemble, de découvrir qu'on était tous les deux musiciens, voilà, qu'on a écouté exactement les mêmes musiques, beaucoup de musique nord-américaine, de la soul, du jazz, de la funk, tout ça. Donc ouais, voilà, on espère qu'on va travailler ensemble un jour. Et puis alors, votre carrière, est-ce que vous êtes heureux de la tournure qu'elle prend? Vous avez quitté Scène de Ménage il y a 5 ans environ, Oui, et puis maintenant, comment vous vous sentez? 100% libre? Oui, j'essaye de maintenir ça. Aujourd'hui, voilà, j'essaie d'aller vers des choses plus personnelles. Je suis scénariste depuis quelques années maintenant, et puis c'est en train de se concrétiser. J'ai un court-métrage qui devrait être produit cette année, je l'espère, et un long-métrage où j'attends des réponses de diffuseurs. Donc, on va voir. Seriez-vous hyperactif, Louis à Lyon? Non, je pourrais pas le dire de moi-même. Non, je crois que je m'intéresse vraiment à beaucoup de choses. Puis j'ai envie de... Voilà, il y a des sujets qui me tiennent à cœur et j'ai envie de voilà, m'en saisir et puis de m'exprimer par le biais d'une caméra. Ces sujets-là, c'est quoi? C'est des sujets artistiques ou c'est des sujets même plus globaux, sociétaux, politiques même? Un peu de tout ça. Mon court-métrage, c'est sur la rencontre de poilus français avec des Noirs américains dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Et ils vont parler de jazz. Voilà. Et en fait, j'ai découvert ça dans un livre qui s'appelle Les poilus de Harlem. Et en fait, je suis passionné de jazz et je ne savais pas comment le jazz était arrivé en France. C'est lors de la Première Guerre mondiale, en fait, il y a tout un régiment de Noirs américains. Alors, je ne vais pas faire l'histoire globale parce que c'est très compliqué, l'engagement des Noirs américains dans le conflit. Et en fait, au début, ils n'étaient pas armés, donc il y avait tout un régiment c'était une fanfare jazz, en fait. Ils ont débarqué à Nantes en été 18, je crois. Ils sont arrivés très, très tard et ils ont joué la Marseillaise sur le port de Nantes, version jazz. Et c'est comme ça que les Français ont découvert le jazz. Donc j'ai trouvé cette histoire très intéressante. Et vous allez donc l'aborder, vous exprimer là-dessus. Le cinéma français en ce moment est en ébullition. Je ne vais pas vous demander de prendre position, sauf si vous souhaitez absolument. Tremblement de terre quand même autour de ces révélations en cascade, ces accusations de viol, d'agression sexuelle, évidemment contre Gérard Depardieu, mais contre d'autres. Comment est-ce que vous vivez ce moment en tant qu'acteur même du monde du cinéma? En fait, je crois que je le vis pas en tant qu'acteur, mais je le vis en tant qu'homme. Parce que là, comment dire, on le voit plus parce que c'est le cinéma, parce que ce sont des stars, mais je crois que le problème est global, en fait, sur le comportement patriarcal, parce qu'il faut mettre des mots dessus. Et je pense que c'est nécessaire. Alors, c'est un petit peu dans la violence. Alors, on peut peut-être débattre du débat médiatique et de ces choses-là, mais je crois que c'est nécessaire pour que ça avance, en fait, parce que sinon, on va pas... Et puis surtout, je crois que c'est un projet commun, hommes et femmes. Enfin, tout le monde doit s'inscrire dans la même chose. Voilà, donc moi-même, je me suis mis aussi dans une réflexion personnelle sur mes comportements. Voilà, je ne peux pas savoir, hein, parfois, je fais partie aussi d'une mi-génération, donc voilà, peut-être que je me suis mal comporté, il faut savoir regarder ce qu'il y a chez nous, donc je pense que c'est nécessaire, en fait.
Et puis le fait qu'autour de cette cérémonie des Césars, par exemple, alors bon, les personnes mises en cause sont écartées, mais aussi les personnes qui ont publiquement pris position en faveur de Gérard Depardieu, par exemple, sont un peu mises sur le côté. Ça pour vous, c'est bien ou ça va un peu loin? Moi, je dirais que c'est là que ma réflexion peut-être s'arrête. Je ne sais pas. En fait, c'est surtout que je ne sais pas. Je ne saurais pas me positionner justement. Je ne sais pas si. Mais en tout cas, je pense que le mouvement est nécessaire. Alors, ça passe forcément par des heurts, peut-être des erreurs, je ne sais pas. Mais c'est le mouvement actuel sur plein de domaines et je pense que ça va aider plein de personnes, surtout des victimes, des femmes. Et puis que voilà, c'est bien que la société se remette en question. Mais chaque révolution passe par une forme de violence, donc c'est comme ça. Un moment de terreur. Oui, c'est obligatoire. Avant la Restauration. Exactement. Et avant... Oui, c'est vraiment ça. Hein. À chaque fois qu'il y a une révolution dans un pays, c'est toujours comme ça. Loup-Denis à Lyon, je rappelle le Chat du Rabbin, c'est demain, samedi, à la salle Franck-Martin, à 11h et 16h, de représentation, concert symphonique, conte symphonique avec l'Orchestre de Chambre de Genève. Merci beaucoup à vous d'être passé nous voir et bon week-end. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.